Salam alaikum wa rahmatullah, vous êtes chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Dans la vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen contrôle de gestion session normale mai 2024, ensemble 5 et 6. L'examen sous forme de QCM, c'est-à-dire que chaque question accepte une ou bien plusieurs réponses. Question numéro 1. Quel est le dernier budget qui doit être établi? Budget de la trésorerie, d'approvisionnement, d'investissement ou bien budget de la production. Comme vous le voyez devant vous, le schéma présenté par M. Abouljawad, gestion budgétaire, pivot de contrôle de gestion, deuxième édition 2010. Le schéma présente l'ensemble des budgets que l'entreprise peut établir. Elle montre aussi qu'il y a une certaine hiérarchie entre les différents budgets, de telle sorte que le budget de vente est classé en premier ordre, à partir duquel découlent les autres budgets, à savoir budget de production, budget des investissements, budget des approvisionnements, budget des frais de personnel, budget des autres frais généraux. En d'autres termes, que le budget de vente, c'est un budget primordial, représente normalement la quantité que l'entreprise souhaite à vendre. La quantité conditionne le niveau de production que l'entreprise doit normalement satisfaire, les investissements à envisager, le montant des approvisionnements en matière et fournitures que l'entreprise doit fournir pour, en fin de compte, que l'entreprise puisse établir les mouvements de la trésorerie à envisager. En d'autres termes, le schéma il démontre qu'il y a une liaison entre les différents budgets, ou bien ce qu'on appelle il y a une articulation budgétaire, ou bien il y a une interdépendance entre les différents budgets. Le budget de vente, c'est un budget primordial, budget déterminant, alors que les autres budgets, ce sont des budgets déterminés ou bien des budgets opérationnels. Le budget déterminant et le budget déterminé, les deux types de budget tendent vers un état synthétique, un état représentatif de l'ensemble des encaissements et l'ensemble des décaissements que l'entreprise souhaite réaliser durant un horizon budgétaire inférieur à une année. Le tableau est appelé tableau de la trésorerie ou bien budget de la trésorerie ou bien budget résultant. Le budget de la trésorerie, il donne une vue globale sur l'équilibre budgétaire de l'entreprise et normalement le budget résultant ou le dernier budget établi par l'entreprise. On peut maintenant répondre à la question numéro 1. Le dernier budget établi par l'entreprise, c'est le budget de la trésorerie. La bonne réponse, c'est la réponse A. Deuxième question, le contrôle de gestion, il concerne toutes les activités de l'entreprise. C'est un processus, il concerne quelques activités de l'entreprise, n'a pas un processus. Le contrôle de gestion, par sa définition, c'est un outil de pilotage de l'entreprise. Il permet aux décideurs de l'entreprise de prendre les bonnes décisions au temps opportun. De ce fait, le contrôle de gestion, c'est un processus mis en œuvre par les dirigeants de l'entreprise pour s'assurer que les ressources sont utilisées d'une manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Pour qu'il soit le contrôle de gestion efficace et efficient, normalement il doit être reconnu et accepté par le personnel de l'entreprise. Le contrôle de gestion doit être effectué au niveau de toutes les activités de l'entreprise ou bien au niveau de toutes les fonctions de l'entreprise. Réponse pour question numéro 2. Le contrôle de gestion, il concerne toutes les activités de l'entreprise. Oui, c'est un processus vrai. Il concerne quelques activités de l'entreprise. Non, n'est pas un processus. Non. Troisième question, les budgets sont indépendants, sont des programmes à court terme, sont des programmes à long terme, sont les mêmes d'une organisation à autre. Comme le schéma précédent que les budgets sont interdépendants, sont des programmes à court terme, c'est-à-dire on ne dépasse pas une année, sont les mêmes d'une organisation à autre. Non, parce que les budgets, les administrations publiques, ماشي هما les budgets اللي غيكونوا في les sociétés, ماشي هما les budgets اللي غيكونوا في les associations. La bonne réponse pour question numéro 3, c'est la réponse B, à savoir que les budgets sont des programmes à court terme.
Quatrième question, l'écart calculé comme suit, prévision moins réalisation. Écart sur objectif négatif est favorable. Écart sur co-positif est favorable. Écart calculé comme suit, réalisation moins prévision. Comme vous le savez que en matière de contrôle de gestion, un écart toujours est égal les réalisations moins les prévisions. L'écart, soit il est supérieur à 0, c'est-à-dire que les réalisations sont supérieures aux prévisions, soit l'écart il est négatif inférieur à 0. Dans le cas, les réalisations sont inférieures aux prévisions. Exemple, un écart sur chiffre d'affaires. C'est il est positif, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires réalisé est supérieur au chiffre d'affaires prévu. Dans le cas, l'entreprise a réalisé un gain. Le gain permet de qualifier l'écart comme un écart favorable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires réalisé il est supérieur au chiffre d'affaires prévu ou bien le chiffre d'affaires les dernières prévisions. Au contraire, quand on a un écart sur chiffre d'affaires inférieur à 0, c'est-à-dire un chiffre d'affaires ou bien un écart négatif, dans le cas, le chiffre d'affaires réalisé il est inférieur au chiffre d'affaires prévu. Donc, l'entreprise, dans le cas, il n'a pas réalisé un gain, mais il a subi une perte. Tant que l'entreprise subit une perte, dans le cas, l'écart sur chiffre d'affaires négatif, il est qualifié comme un écart défavorable. Autre exemple, quand on a un écart sur coût par exemple supérieur à 0, c'est-à-dire que les coûts réels sont supérieurs aux coûts prévisionnels. dans le cas, l'entreprise c'est-à-dire que l'entreprise a subi une perte, donc l'écart dans le cas il est qualifié comme un écart défavorable. L'entreprise a payé plus que le montant ou bien le coût prévu. Quand on a un écart sur coût négatif, c'est-à-dire que les coûts réels sont inférieurs au coût prévu. Dans le cas, l'entreprise a réalisé un gain, donc l'écart sur coût négatif est qualifié comme un écart favorable. En résumé, l'écart qui permet de l'entreprise de réaliser un gain, c'est un écart favorable, alors que l'écart qui permet à l'entreprise de subir une perte, c'est un écart défavorable. Voilà. Donc, la réponse pour question numéro 4. L'écart est calculé comme suit, prévision moins réalisation. Non. Un écart sur objectif négatif, un écart sur chiffre d'affaires négatif est favorable. Non, c'est un écart défavorable parce que les réalisations sont inférieures aux prévisions. L'écart sur coût positif est favorable. Non, l'écart sur coût positif, c'est un écart défavorable. Il y a le coût réel supérieur au coût prévisionnel. Et calculé comme suit, réalisation moins prévision. Oui, donc la bonne réponse pour question numéro 4, c'est la réponse D. Question numéro 5. La méthode des 20-80 permet de classer les stocks par ordre décroissant selon leur importance en valeur, permet de déterminer les produits dont les stocks seront suivis de près, permet de classer les stocks en 3 catégories, permet de classer les stocks par ordre croissant selon leur importance en valeur. La méthode des 20-80, c'est une méthode de gestion de stock. La loi de Pareto permet de classer le stock en 2 catégories. 20% du stock représente 80% de leur montant et 80% du stock représente 20% de la consommation globale. C'est-à-dire, par exemple, quand on a un stock composé de 1000 articles, les 20% de 1000 articles, il y a 200. Le stock est évalué par exemple pour un montant de 1 million, 80% من 1 million كتعطينا un montant de 800 000. يعني l'entreprise elle a l'intérêt de s'intéresser juste aux 200 articles اللي عندهم une valeur de 800 000 au lieu de s'intéresser
à l'ensemble des articles اللي هما 1000, il s'intéresse à 200 articles اللي عندهم une valeur plus importante que les autres. هذا هو la loi de Pareto. Pour cela, كدير le classement des articles selon leur importance monétaire. Par la suite, كدير cumulé croissant ديال هاد les valeurs pour trouver le pourcentage de 80%. إذن 80% de la valeur de stock كتعطينا presque 20% des articles détenus par l'entreprise en stock. La réponse pour question numéro 5. La méthode 20-80 permet de classer les stocks par ordre décroissant selon leur importance en valeur. Oui. Permet de déterminer les produits dont les stocks sont suivis de près. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'intéresse ou bien focalise leur intérêt juste sur les articles qui rapportent plus de marge ou bien qui ont un coût plus élevé. Permet de classer les stocks en 3 catégories. La méthode ABC permet de classer les stocks par ordre croissant selon leur importance en valeur. Non. Question numéro 6. Le modèle Wilson se base sur quelles hypothèses? Une demande annuelle inconnue, un avenir aléatoire, une rupture de stock éventuelle ou bien aucune rupture de stock n'est admise. Le modèle Wilson, c'est un modèle de gestion de stock. Il permet de trouver la cadence d'approvisionnement qui minimise la gestion de stock. Le modèle de Wilson se base sur 4 suppositions. Il suppose que la demande annuelle est connue à l'avance. Il suppose aussi qu'il n'y a aucune rupture de stock. Il suppose aussi que l'avenir est certain et que la consommation régulière est connue. Donc, une demande annuelle inconnue, non. Un avenir aléatoire, non. Une rupture de stock éventuelle, non. Aucune rupture de stock n'est admise. Donc, la bonne réponse pour question numéro 6, c'est la réponse D. Question numéro 7. Parmi les décaissements, on trouve cession d'immobilisation. La cession d'immobilisation, elle constitue pour l'entreprise un encaissement et pas un décaissement. Les dotations aux amortissements, ce sont des charges fictives, charges calculées. Ce sont ni des décaissements ni des encaissements. Règlement des dettes fournisseurs, il s'agit d'une sortie d'argent. Donc, il constitue un décaissement pour l'entreprise. L'augmentation du capital, il constitue un encaissement pour l'entreprise. Si et seulement si l'augmentation du capital a été matérialisée par des apports nouveaux. Donc, la bonne réponse pour question numéro 7, c'est la réponse C, à savoir que les décaissements se matérialisent par règlement des dettes fournisseurs. Question numéro 8. Parmi les crédits de financement des créances commerciales, on trouve l'affacturage, le découvert, la facilité de caisse, l'escompte. Les créances commerciales, ou les créances des comptes clients et comptes rattachés. Le compte client, compte rattaché, si il est matérialisé par les effets de commerce, l'entreprise a le droit de céder les effets aux banques. L'opération, c'est une opération de financement, qui l'opération de l'escompte. Si les créances commerciales, ce sont des créances normaux, l'entreprise a le droit de céder les créances à l'ensemble des sociétés de financement ou bien les sociétés qui font le recouvrement. L'opération qui le factoring ou bien la facturage. Donc, la bonne réponse pour question numéro 8, c'est la réponse A et la réponse D. Pour le découvert et les facilités de caisse, ce sont deux types de financement, les financement de crédit par caisse. Question numéro 9. Le contrôle de trésorerie permettra de minimiser les placements de la trésorerie excédentaire. Au contraire, il permettra de maximiser les placements. N'a pas d'impact sur le coût de financement. Au contraire, il a un impact sur le coût de financement de manière à ce que quand réduit le coût de financement, n'a pas d'impact sur le placement de la trésorerie excédentaire. Au contraire, il permet de minimiser le coût de financement. Oui, donc la bonne réponse pour question numéro 9, c'est la réponse D. Question numéro 10. Lors de la prévision des ventes, on peut utiliser des techniques qualitatives seulement? Non. On ne peut utiliser ni des techniques quantitatives ni des techniques qualitatives? Non. On peut utiliser des techniques quantitatives seulement? Non. On peut utiliser des techniques quantitatives et des techniques qualitatives?
oui. Donc, réponse pour question numéro 10, c'est la réponse D. Question numéro 11. Calculer le coefficient de corrélation à partir du chiffre d'affaires des 4 derniers exercices suivants, 200, 245, 280 et 300. Coefficient de corrélation, c'est un coefficient qui permet de calculer la liaison entre deux variables, fait le cas variable le temps et variable le chiffre d'affaires. La formule pour le calcul du coefficient de corrélation, il est comme suit. Donc, on est obligé de calculer la moyenne des les xi et la moyenne des les yi. Les xi sont les années, alors que les yi sont les ventes. La moyenne des les xi est égale somme des xi sur n, fait le cas est égal 10 sur 4, soit une valeur de 2,5. La moyenne des les y est égale somme des les yi sur n est égale 1025 sur 4, soit une valeur de 256,25. Première colonne à calculer, la colonne des les xi moins x bar, puis yi moins y bar, et troisième colonne, la multiplication des les deux colonnes. Xi moins x bar, la première est égale 1 moins 2,5, est égale une valeur de moins 1,5. Deuxième xi moins x bar, il y a juge naqis, juge une valeur de moins 0,5, et ainsi de suite pour les autres valeurs. Deuxième colonne yi moins y bar, la première y est égale 200 moins 256,25, c'est une valeur de moins 56,25. Deuxième yi moins y bar, c'est 245 moins 256,25 pour une valeur de moins 11,25 et ainsi de suite pour les autres valeurs. La multiplication, c'est un solde qui est égal à 167,5. La quatrième colonne, on va dire la colonne au carré. Et cinquième colonne, on va dire aussi au carré. On va dire la somme de les deux colonnes. Donc, xi moins x bar au carré, 2,5, il y a moins 1,5 au carré. 0,25 est égal à moins 5 au carré. Et ainsi de suite pour les autres valeurs. yi moins y bar au carré, 3164. هي ناقص 56.25 au carré. Deuxième valeur 126,56 il y a moins 11,25 au carré et ainsi de suite pour les autres valeurs. R est égal 167,5 sur racine carrée d'IL 5 fois 5768,75. تعطينا une valeur de 0,9862, soit une valeur près de 0,99. Donc la bonne réponse pour question numéro 11, il y a la réponse A. Question numéro 12. Que signifie le coefficient de corrélation trouvé dans la question précédente? Il y a une faible relation linéaire, il n'y a aucune relation linéaire, il y a une forte relation linéaire positive ou il y a une relation linéaire inverse. Le coefficient de corrélation, c'est un coefficient qui peut être négatif ou positif. C'est un coefficient qui varie entre moins 1 et 1. Si R est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, on peut dire qu'il y a une relation ou bien une corrélation positive entre les deux variables. En d'autres termes, au fur et à mesure qu'on avance au fil du temps, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires de l'entreprise va augmenter. À l'inverse, si coefficient de corrélation est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, on dit qu'il y a une relation ou bien une corrélation négative entre les deux variables, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance au fil du temps, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires de l'entreprise va baisser. R est égal à 1 veut dire qu'il y a une corrélation positive parfaite entre les deux variables. R est égal à 0, on peut dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux variables. R est égal à moins 1, il y a une parfaite corrélation entre les deux variables, mais cette corrélation elle est négative. Dans notre exemple,
on a trouvé que R est égal 0,99 ou bien plus précisément est égal plus 0,99, c'est-à-dire qu'il y a une forte corrélation ou bien une parfaite corrélation entre les deux variables et cette corrélation elle est positive. Donc la bonne réponse pour question numéro 12 c'est la réponse C. Question numéro 13, sachant que le chiffre d'affaires des 4 derniers mois est comme suit 100, 80, 120, 90 et que le coefficient de pondération est de 0,8, calculez les ventes prévisibles du mois de mai en utilisant la méthode de lissage exponentiel. La méthode de lissage exponentiel, c'est une méthode de prévision à court terme. C'est une méthode qui donne plus d'importance aux observations les plus récentes, c'est-à-dire que, au fur et à mesure que les observations sont très anciennes, au fur et à mesure que leur importance est négligeable. L'importance des observations, il est lié ou bien il est pondéré par un coefficient. Ce coefficient, il est positif et obligatoirement, il est inférieur et égal à 1. La formule de la méthode de lissage exponentiel, elle est comme suit. Les prévisions de la période T est égale alpha coefficient de pondération ou bien coefficient de lissage fois les réalisations de la période précédente plus 1 moins alpha fois les prévisions de la période précédente. Le cas numéro 13 ou bien la question numéro 13, on a les réalisations de janvier, février, mars et avril. On a les prévisions de chaque mois selon la méthode de lissage exponentiel. La première astuce que la première prévision selon la méthode de lissage exponentiel toujours est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de prévision historique. La prévision du chiffre d'affaires janvier selon la méthode de lissage exponentiel est égale à 0. Deuxième astuce, que la deuxième prévision par la méthode de lissage exponentiel toujours est égale la réalisation de la période précédente. Yani, le chiffre d'affaires prévisionnel du mois de février est égal le chiffre d'affaires réalisé du mois de janvier. Fait le cas est égal à 100. Qalina, la prévision du mois 3. La méthode de lissage exponentiel. La méthode de lissage exponentiel est toujours égale le chiffre d'affaires prévu du mois 3 est égal coefficient de pondération li huwa 0,8 fois le chiffre d'affaires réalisé dès le mois 2, période précédente, plus le 1 moins coefficient de pondération fois le chiffre d'affaires prévu dès le mois de février. Yani, le chiffre d'affaires prévisionnel dès le mois 3 est égal 0,8 fois 80 le chiffre d'affaires réalisé plus 1 moins 0,8 fois le chiffre d'affaires prévisionnel dès toujours le mois 2. Dans le cas, le chiffre d'affaires prévisionnel est égal 84. De même, pour le chiffre d'affaires prévisionnel, le mois 4 est égal coefficient de pondération 0,8 fois le chiffre d'affaires réalisé dès le mois 3 plus 1 moins coefficient de pondération fois le chiffre d'affaires prévisionnel dès le mois 3. Donc, on a un montant qui est égal 112,8. إذا دابا غنديرو نفس الطريقة pour le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel du mois de mai selon la méthode de lissage exponentiel est égal 0,8 fois 90 le chiffre d'affaires réel de la période précédente, c'est-à-dire du mois d'avril, plus 0,2 fois le chiffre d'affaires prévisionnel du mois d'avril, à savoir 112,8. Donc le chiffre d'affaires prévisionnel du mois mai est égal 94,56. Donc la bonne réponse pour question numéro 13, c'est la réponse B.